Bonjour à tous, je me présente, François Sarardin, je suis un développeur lambda. Plus exactement, je vais travailler chez Kyriba, c'est encore le cas, et avant j'étais chez Xebia, mais ça c'était avant. Sinon, eh bien, je suis un bagger, voilà. C'est-à-dire que, comme d'autres experts de l'informatique en France, eh bien, je me déplace dans votre entreprise entre midi et deux pour vous donner des présentations. Voilà, vous trouvez plus d'informations sur le site www.broadbandknowledge.fr et vous pouvez aussi suivre le compte Twitter bbl_fr. Mais venons-en au sujet d'aujourd'hui, qui apparaît ici dans ces quelques lignes de code. Vous avez juste quelques affectations, des appels de méthode. Rien de bien tragique, si ce n'est que en fait, ici, il y a des pièges qui n'apparaissent pas, mais que vous, en tant que développeur, devriez connaître. Tenez, je vous donne un indice. Voilà. Nul, exception, appel asynchrone. Tout ça fait que, en tant que développeur, ce que vous faites généralement, c'est vous protéger contre ce type d'agression. Et qu'est-ce que vous faites pour vous protéger contre ce type d'agression? Vous rajoutez du code. Un petit peu, hein. Donc des if nuls, des try catch, des threads synchrones, enfin tout basé là-dessus. Et malheureusement, petit à petit, votre code d'origine finit par disparaître sous ces aspects techniques, là, comme ça, du code technique qui se rajoute au fur et à mesure, et entraînant avec lui la lisibilité du code et la productivité du développeur. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Bien, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir conserver autant possible l'aspect du code originel. Là, j'ai appelé ça le code métier. Et mettre à part l'ensemble des aspects techniques et disposer d'un mécanisme permettant d'injecter ces aspects techniques dans votre code métier. Alors, la technique est assez répandue pour faire ça, qui s'appelle l'AOP, Aspect Oriented Programming, que vous pouvez trouver à travers d'AspectJ ou c'est aussi disponible, je crois, dans Spring. Là, ce qu'on va voir, c'est une autre méthode basée sur le même principe qui va permettre de déclarer au niveau du code les aspects techniques que vous allez utiliser et qui va permettre aussi de mettre à contribution le compilateur pour vérifier la cohérence de votre code. Alors pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir d'une application développée en Scala 2.10 qui a quelques petits soucis techniques, qui est du coup devant vous. En transformant le code, je vais introduire simplement un système de gestion des erreurs, hein, qui apparaît aussi efficace que possible. Et de la même manière, ce que je vais faire, c'est aussi introduire un mécanisme permettant de gérer les appels asynchrones et de faire en sorte que ce soit non bloquant. On fera une petite synthèse après sur ce qu'on aura vu. Et je vous montrerai un petit peu ce qu'on peut obtenir avec Java 8 dans le cas de l'injection des erreurs. Et je terminerai par une conclusion. Mais avant ça, je vais vous parler d'une belle histoire. L'histoire d'Alice dans ce monde merveilleux que sont les banques. Alors Alice, il était une fois Alice, une jeune femme, une informaticienne, qui passionnée par son métier et qui a la particularité de posséder plusieurs comptes répartis dans plusieurs banques. Le problème, quand on a plusieurs comptes répartis dans plusieurs banques, c'est de pouvoir calculer le fameux solde total. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On sort le tableur Excel, on sort la calculatrice, il y a des erreurs qui commencent à s'introduire parce qu'on a mal tapé les nombres, puis on finit par avoir qui semble être plus ou moins ce qu'on comptait obtenir. Bref, on perd du temps. Donc, mais fort heureusement, Alice s'est associée avec des banques qui proposent des services web permettant de récupérer les données de ses comptes. Alors, je rappelle qu'on est dans une belle histoire. Du coup, ça permet à Alice de mettre en place une petite application dont on voit ici l'architecture. Je vais passer assez rapidement. L'élément central, c'est le composant banque service qui est ici, dont le principe, c'est récupérer les données de compte qui apparaissent sous forme d'une entité e-compte. Et donc, derrière ça, le banque service calcule le solde total et on renvoie tout sous format JSON qui va être récupéré ensuite par une page web. Pour ça, banque service envoie une série de messages get compte en fournissant le nom de la banque et le numéro de compte à un composant qui s'appelle e-compte repository, qui d'ailleurs va sélectionner
le bon bank proxy et ensuite accéder au service web de la banque concernée. Voilà. Et comme Alice est une femme curieuse et par pure coïncidence, en fait, a développé l'application en Scala de 10. Et on va voir le code tout de suite. Voilà. Là, on est dans l'application d'Alice et on est plus exactement au niveau du composant banque service. Voilà. On peut voir que en fait, c'est une classe qui à construction prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le country repository qu'on a vu à l'instant, et un deuxième paramètre, qui s'appelle owner account. J'ai un petit souci. Voilà. Un paramètre qui s'appelle owner account, qui en fait apparaît dans ce fichier-là. Qu'est-ce que c'est owner account? C'est l'ensemble des numéros de compte possédés par Alice. Hein, c'est stocké dans une map de liste, sachant que au niveau de la clé, ce qu'on va mettre, c'est le nom de la banque, et la liste associée, c'est l'ensemble des numéros de compte possédés par Alice dans la banque concernée. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce composant banque service? Première chose qu'on fait, c'est déclarer un synonyme. Hein, on les fait comme ça en ce cas-là. L'idée étant de dire que tous les soldes, on les représente par des bits décimaux. Et après, on a la méthode total balance. Je vais faire un petit scroll. Voilà. On a la méthode total balance ici qui permet de calculer le solde total, comme son nom l'indique, qui renvoie une chaîne de caractères qui va représenter en fait l'objet JSON qu'on va construire à la fin. Et c'est une méthode qui est divisée en trois parties. Première partie, donc, c'est la récupération de l'ensemble des soldes, hein, à partir des appels à getCount. Troisième partie, c'est le calcul du solde total à partir de l'ensemble des soldes récupérés. Et la dernière partie, c'est la construction de l'objet JSON. Juste pour expliquer, donc la partie où on récupère l'ensemble des comptes, enfin plutôt des soldes des différents comptes, comment ça marche? On part de l'owner account, donc qui est la map de Lisp. On va décomposer cette map sous forme de suite de couples contenant le nom de la banque et la liste des numéros de compte. Et en dessous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on parcourt la liste des numéros de compte. Donc ça nous retourne, quand on arrive au niveau du yield, un ensemble comme ça décomposé de nom de banque et numéro de compte. Ça permet d'appeler derrière la méthode getCount sur le country repository qui va nous retourner une entité eCount. Et là-dessus, on va pouvoir récupérer le solde. D'accord? Et comme on répète cette opération un certain nombre de fois, on finit par récupérer une collection de soldes. Donc, du coup, on peut calculer le solde total. Pour ça, on utilise la méthode reduce qui va permettre de faire l'agrégation de l'ensemble des soldes en se basant sur l'opération addBalance qui est passée en paramètre. Et l'opération addBalance, enfin addBalances, c'est une bête addition entre deux bits décimaux. Donc ça nous récupère le solde total. Et puis après, il n'y a plus qu'à construire l'objet JSON. Alors je vous propose de lancer l'application. A priori, je l'ai déjà lancée. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je rafraîchis la page. Et qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on voit dans les logs serveurs? Une espèce d'énorme stack trace qui se termine par un bank exception. Et on a un bank exception parce que en fait, l'un des numéros de compte n'est pas connu. Et a priori, on peut se douter derrière que ce n'est pas la seule erreur qu'on ait. Ok, on va explorer un petit peu plus ça. On va partir de l'endroit où se trouve l'erreur au niveau du bank service. Voilà, donc a priori, ça vient de l'appel à getCount qui est ici. On va rentrer dans getCount. Donc on arrive ici dans le composant eCount repository. Hop, petit scroll. Voilà. Donc getCount, pour rappel, ça prend un nom de banque et un numéro de compte. Et ça envoie une entité eCount. La première chose qu'on fait, c'est récupérer un bank proxy à partir du bank name. Ok, et là, quand on va sur la méthode getBankProxy, premier indice, on a un bank exception dans le cas où le nom de la banque n'est pas connu. Si le nom de la banque est connu, on récupère un bank proxy qu'on va passer en paramètre de getAccountByNumber. Et qu'est-ce qu'on fait dans getAccountByNumber? Eh bien, plutôt qu'est-ce qu'on fait?
Ce qui va arriver, c'est plutôt qu'on a un deuxième indice à ce niveau-là. On a un bank exception dans le cas où le numéro de compte n'est pas connu. D'accord? Donc on a détecté les différents cas d'erreur possibles dans l'application. Alors, qu'est-ce que veut Alice par rapport à ça? Première chose qu'elle voudrait, c'est que son erreur n'apparaisse pas, non pas dans les logs du serveur, mais comme elle a une page web qui permet d'afficher les erreurs, elle aimerait bien que ces erreurs apparaissent au niveau de sa page web. Première chose. Deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, potentiellement, on n'a pas une seule erreur, mais plusieurs. Et ce serait bien que notre application ne s'arrête pas à la première erreur rencontrée, et qu'elle retourne vraiment toutes ces erreurs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut très bien imaginer ça avec des try catch, mais je crois que ça va paraître un petit peu compliqué quand il va falloir s'agir d'agréger l'ensemble des erreurs qu'on va rencontrer. Donc, il y a une autre solution qui existe dans ce cas-là de 10, qui consiste à utiliser le petit try. Qu'est-ce que le petit try? En fait, c'est un type paramétré qui agit un peu comme une sorte de conteneur, qui en fait va exprimer le fait que un traitement peut potentiellement échouer ou pas. Ici, vous avez deux exemples de déclaration de variables, OK et KO, basés sur le petit try. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on associe pour le cas de OK à try un traitement qui retourne immédiatement 1. D'accord? Et à partir du moment où vous avez un traitement qui retourne une valeur, à ce moment-là, try va l'interpréter comme un traitement qui a réussi et va le traduire donc en success. Et donc success de 1, c'est ce qu'on obtient comme résultat ici. Dans le cas où on a un traitement qui renvoie une exception, à ce moment-là, try le traduit en tant que traitement ayant échoué, et à ce moment-là, il renvoie un failure avec l'exception en paramètre. Alors, question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut l'utiliser dans un for expression. Alors, généralement, dans une boucle for, ce qu'on met, c'est plutôt des listes, des collections. En fait, de cette manière, on peut voir le petit try comme une sorte de conteneur, un peu de la même manière qu'une collection. Dans le cas où on a success, eh bien, c'est un singleton. Et dans le cas où on a failure, c'est une liste vide annotée avec une exception. C'est un peu l'idée qu'il faut retenir. Donc, là, ici, j'ai deux exemples de for expression. Dans le cas où j'ai un success, eh bien, mon for expression va décomposer le success, prendre la valeur qui est à l'intérieur, mettre cette valeur dans la variable x qui est ici, et évaluer ensuite l'expression qui est après le yield pour retourner le success du résultat. Et si je suis dans le cas où j'ai un failure, à ce moment-là, mon for expression va rencontrer le failure, il va s'arrêter immédiatement et retourner le failure tel qu'il était. Plus compliqué, on peut mettre deux try aussi dans un for expression. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a 4 cas au total par rapport à ça. Premier cas, on a deux success. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les valeurs associées au success, on les récupère, et ensuite on évalue l'expression qui est après le yield, et on retourne le success du résultat. Et à partir du moment où on a un failure qui apparaît dans le for expression, et ça marche avec 2, avec 3, etc., n éléments de petit try. Donc à partir du moment où on a un failure qui apparaît, eh bien, on s'arrête au failure et on retourne le failure qu'on a rencontré, même s'il y a d'autres failures après. Donc on va mettre ça en place. Comment je vais faire? Je vais juste mettre try ici. Toc, je l'importe. Par contre, du coup, ça change le type retourné par ma méthode, qui n'est plus un nœud compte, mais un try de compte. Même chose ici pour getBankProxy. Voilà. Par contre, je vais avoir un petit souci ici, parce que ce que retourne, par exemple, getBankProxy, ce n'est plus un BankProxy, mais un try de BankProxy. Et ensuite, il va falloir utiliser ce try de BankProxy au niveau de getAccountByNumber. Petit souci, on peut résoudre ça simplement, comme je l'ai montré, avec des for expression. Donc, je vais faire un petit refactoring ici. Voilà, enlever les val, il n'y en a pas besoin. Et puis à la place d'égal, on va mettre des flèches. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est changer le type retourné. Et là, ça passe. On va faire en plus un petit formatage. Donc, on a conservé en fait le code qu'on avait au départ, plus ou moins. On a juste fait quelques petites transformations sur des symboles, mais on a quand même conservé le code qu'on avait au départ. Donc, là, ça marche. Maintenant, puisqu'on a fait cette transformation au niveau de le compte repository, il faut aussi le porter au niveau de notre banque service. Je fais un petit scroll, voilà, monter ici. Donc là, mon getAccount, ça n'en tourne plus un nœud compte, mais un try de compte. Je fais la transformation.
Après, j'ai un petit souci parce que je ne peux pas accéder à la balance sur un try. C'est pas grave. Ce qu'on peut faire, il y a différentes manières de le résoudre. C'est d'utiliser un for expression à ce niveau-là. Hop. Yield de a.bank.balance. Du coup, ça va transformer mon type à ce niveau-là. Alors, au départ, on avait juste une collection de sols, mais maintenant, on doit en plus gérer le fait qu'on a un try. Donc, du coup, on retourne un try de balance. Enfin, une collection de try de balance. Il faut savoir que ici, le for expression, en réalité, c'est un sucre syntaxique. Dans le cas où j'ai un seul élément, ça correspond à l'opération map, tout bêtement. Map va décomposer de la même manière que le for expression mon try et appliquer la fonction qui est passée en paramètre. D'accord. Alors on peut l'écrire comme ça, il y a d'autres manières de l'écrire, mais c'est une façon de l'écrire. Ok. Après, je dois faire l'agrégation de mon itérable de try. Sauf que comme faire l'agrégation des tries, c'est plus faire une agrégation de bits décimaux. Et du coup, mon opération add balances qui est en dessous n'est plus tellement valide. Alors, ouais, j'ai un petit souci ici, je vais enlever ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais enlever la méthode qui est là et partir sur une méthode qui se trouve dans mes left templates. C'est très pratique. Alors, je vais faire les apports nécessaires. Hop. Voilà. Alors, comment ça marche? Le add balances, le nouveau add balances, va être capable donc d'agréger des tries de balance. Comment ça marche? Donc, je prends en paramètre de try de balance, je les mets dans un tuple balance 1, balance 2, et je vais utiliser le pattern matching pour vérifier les différents cas possibles au niveau par rapport à ce que j'ai au niveau de mes paramètres. D'accord? Donc, dans le cas où j'ai deux succès, je vais faire mon addition. Dans le cas où j'ai deux failures, j'agrège les messages d'erreur, crée un nouveau failure par rapport à ça. Et dans le cas où j'ai un mélange entre success et failure ou failure et success, qu'est-ce que je fais? J'oublie complètement le success et je retourne le failure. L'idée étant qu'à partir du moment où tous les traitements ont réussi, j'ai juste à faire mon addition. Mais si j'ai un problème qui est apparu à un moment donné dans mon traitement, eh bien, j'arrête mon opération d'addition et je commence à agréger les messages d'erreur. Donc ça, c'est le principe. Le truc qui est intéressant ici, c'est que on part d'un ensemble d'aspects techniques, comme ça on essaie de résoudre des problèmes techniques en appliquant des règles métiers. Et ça, c'est assez visible quand on utilise le pattern matching. Sachant qu'en plus, grâce au pattern matching, dans ce cas-là, il va vous indiquer si vous avez oublié des cas. Du coup, ici, j'ai un petit souci parce que je ne retourne plus à un balance, mais un try de balance. D'accord? On agrège des tries de balance, donc forcément on obtient à la fin un try de balance. Du coup, qu'est-ce que je vais faire du coup pour exploiter mon total? Pareil, je vais utiliser le pattern matching, c'est une possibilité. Hein. Voilà, donc dans le cas où j'ai un success, eh bien je vais récupérer le message qui est ici, j'ai juste à changer la variable qui se trouve au bout. Voilà. Donc, sachant qu'en ce cas-là, il y a de l'interpolation sur les chaînes de caractères. Disponible. Et dans le cas où j'ai un failure, eh bien, je construis un JSON qui va représenter une erreur. D'accord? Et je passe en paramètre le message associé à l'exception qui se trouve dans mon failure. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et ça, a priori, ça termine mon programme. Enfin, j'ai un programme complet. Et je vais pouvoir lancer derrière mon serveur web. Bon, j'arrête mon serveur web, je relance une petite compilation. Ça reste un peu lent. Voilà, c'est presque terminé. Voilà, c'est lancé. Et je vais rafraîchir ma page web. Voilà, j'ai mon message d'erreur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Des poneys. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des poneys? Eh bien, je vous rappelle qu'on est dans une belle histoire. Et dans les belles histoires, quand vous avez des poneys, c'est parce que derrière, ça veut dire que votre traitement est bloquant. Sympa, non?
Alors, effectivement, je reviens ici sur ma méthode total balance. Quand j'exécute ma méthode total balance, qu'est-ce qui se passe? Je bloque un thread serveur pendant tout le long du traitement. D'accord? Donc, comment peut-on faire pour faire en sorte que mon traitement ne soit plus bloquant au niveau du serveur web, mais faire en sorte qu'il soit lancé en parallèle? Donc en Java, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser, je sais pas, il y a différentes techniques basées sur les threads, les synchronize, les futures, les exécuteurs services. C'est pas forcément le truc plus évident à mettre en place. En Scala, en Scala 2.10, plus exactement, il y a un nouveau type qui est apparu, qui est le type futur. Donc le type futur, ça a un petit peu la même tronche que le try qu'on a vu tout à l'heure. C'est un type paramétré, qui n'est pas exactement un conteneur au même sens que le try. En fait, comment ça marche? Ce que vous allez faire avec le try, c'est lui associer un traitement qui va être lancé en parallèle et qui, in fine, va retourner un résultat. D'accord? Donc ici, j'ai deux exemples de futur, f-short et f-long. Dans le premier cas, j'associe à mon futur un traitement qui retourne immédiatement 1. Et dans le deuxième cas, j'associe un futur qui, au bout de 2 secondes, retourne 2. Qu'est-ce qui se passe quand Scala rencontre un futur comme ça? Eh bien, il prend le traitement, il le met dans un thread, enfin c'est vraiment de manière imagée dans ce cas-là, il prend le traitement, il le met dans un thread et fait un start dessus immédiatement. Donc c'est vraiment lancé en parallèle, dès la base. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un futur? Eh bien, la même chose qu'avec le type try, on peut le mettre aussi dans un for expression. Comment ça marche dans ce cas-là? Eh bien, dans le cas où j'ai un futur dans mon for expression, mon for expression va en quelque sorte créer un nouveau futur et il va lui associer un traitement qui va être lancé en parallèle, dans lequel je vais attendre que f-short se termine. Une fois qu'il est terminé, je récupère la valeur associée à f-short, je mets dans la variable x et j'évalue l'expression qui se trouve après le yield. D'accord? Dans le cas où j'ai deux futurs, bien plus ou moins la même chose, je crée un nouveau futur, oui. Je lui associe un traitement dans lequel j'attends d'abord que f-short se termine, je mets la valeur retournée dans x, j'attends aussi que f-long se termine, je mets la valeur dans y, et ensuite j'évalue l'expression qui se trouve au niveau du yield. Donc, dans le cas où, plus exactement, ce qu'on fait avec, par l'intermédiaire du for expression, dans ce cas-là, avec les futurs, c'est mettre en place en quelque sorte des callbacks sur les futurs. Une fois que le futur est complété, donc une fois qu'il est disponible, qu'est-ce qu'on fait? On évalue ce qui est après le yield. D'accord? Et le truc qui est très sympa, notamment ce qu'on voit avec le deuxième exemple, c'est qu'on a la possibilité de synchroniser comme ça deux futurs entre eux pour pas cher. Alors, mettons ça en application. Vas-y. Donc, dans l'application d'Alice. Alors, on pourrait le très bien faire au niveau de total balance. Et moi, ce que je propose de faire, c'est de le faire dès la base au niveau de count repository dans les deux méthodes getPointProxy et getCountByNumber. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer try par futur. Voilà, comme ça, ça change ma signature, effectivement. Le type retourné n'est plus un try de compte, mais un futur de compte. Je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose pour getBankProxy. Voilà, je change ma signature. Et le truc magique ici, c'est que je n'ai pas besoin de changer le code qui est au niveau de getCount, juste à changer le type retourné. D'accord? On utilise exactement le même for expression. Alors, il y a un petit détail quand même à noter quand on utilise des futurs, c'est qu'il faut importer un execution context. Donc c'est en fait le cas de discussion dans lequel on va pouvoir lancer les traitements associés au futur. Fort heureusement, ce cas-là en fournit un par défaut. Et pour le récupérant, on le fait comme ça. Après, ça passe par des paramètres implicites, c'est des trucs vraiment spécifiques à ce cas. Voilà. Donc là, sans trop d'efforts, on vient de transformer notre repository pour faire en sorte que ces traitements se lancent en parallèle et qu'ils soient non bloquants.
Du coup, ça implique quelques transformations aussi au niveau de notre bank service sur la méthode total balance. Donc là, ici, sur l'appel à getCount, j'ai un futur de compte. Mon map fonctionne de la même manière. Je rappelle que le for expression, quand on a un seul try ou un seul futur, ça peut être traduit par un map derrière. C'est la même chose. Du coup, ça va transformer le type retourné au niveau de balances. Donc, ce n'est plus un iterable de try, mais un iterable de futur. Et je vais noter ici de balance. Okay. Alors, en réalité, je vais avoir un gros souci ici avec le cas du reduce. Comment faire pour agréger entre eux des futurs? Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. Ce que je vous propose de faire, ça va peut-être piquer un petit peu, c'est de rendre explicite le fait que potentiellement mon traitement au niveau du futur va échouer. Au niveau du futur, on est capable de détecter qu'un traitement a échoué. Et pour ça, on va passer par des méthodes. Mais ça va être encore plus sympathique en réalité quand on va le rendre explicite. Et pour rendre explicite le fait qu'un traitement peut échouer, on a quoi? On a le type try. Alors, première chose que je vais faire, c'est déclarer une méthode qui va me récupérer un type try au niveau d'un futur. Alors j'ai ça dans mes live templates. Ça s'appelle toTry, que je vais renommer d'ailleurs ici en showFailure. Alors qu'est-ce que ça fait showFailure? Ça prend un futur f, d'accord? Dans le cas où le traitement de mon futur réussit, ça va passer par map. Hop, la ligne du dessous. Donc on récupère du coup la valeur associée au futur et on le transforme en success de V. Dans le cas où le traitement associé à mon futur échoue, ça ne va pas passer par map, ça va passer par recover. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'exception associée au futur et on le transforme en failure avec l'exception en paramètre. Donc ça transforme un futur en futur de try. Comment l'appliquer ensuite dans le code? Eh bien, on va partir de balances. On peut faire un for expression ici, mais j'ai passé plutôt par map, qui, pour un balance B donné, va le transformer pour obtenir un showFailure de B. Voilà. Et je vais déclarer une variable par rapport à ça que je vais appeler try balances. Alors, juste changer un petit peu la signature ici qui est un peu moche. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Donc là, ça pique un peu. On a un iterable, une collection, un iterable de futur de try de balance. En fait, ça correspond à quelque chose de précis en réalité. Qu'est-ce qu'on exprime par là? C'est que on va obtenir ici un ensemble, on va traiter ici un ensemble d'appels asynchrones qui potentiellement peut échouer. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, comment exploiter ça? On peut passer par le reduce et puis utiliser un for expression ou un map, jouer avec les for expression au niveau de mon reduce pour d'abord récupérer l'élément au niveau du futur et puis ensuite utiliser addBalances, parce que j'aimerais bien utiliser addBalances, sachant que lui derrière il gère les tries de balance, et on en a. Je trouve que dans la boîte à outils de ce cas-là, il y a un reduce équivalent qui en réalité fait mon for expression de manière implicite. Donc il s'appelle future reduce. Je passe en paramètre le try de balance, comme ceci. Et en fait, là, j'ai plus rien d'autre à faire. Juste à changer le type ici pour que ce soit plus lisible. Hop, balance. Et voilà, je viens d'agréger des futurs en quelques lignes. D'accord? Je vais avoir un autre souci ici pour appliquer le pattern matching au niveau de total. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, match, d'une certaine manière, ça implique derrière que votre futur soit disponible tout de suite. En réalité. Et du coup, en réalité, même c'est pas du tout applicable à un futur, parce qu'un futur, ça se décompose pas, ça reste un futur. C'est pas comme le petit try qui va se décomposer en success ou en failure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un traitement, donc une sorte de callback, qui, une fois que le futur sera disponible, eh bien, va récupérer la valeur associée qui sera un try de balance et appliquer le pattern matching qui se trouve ici. Et en fait, tout ce que j'ai à faire,
c'est transformer mon match en map. Alors, je vais avoir un souci parce que mon total de balance, en fait, il retourne un string. D'accord? Parce que là, du côté HTML, il me dit, bah voilà, c'est pas compatible le type que tu retournes avec le map et le type que tu as déclaré au niveau de ta méthode. Ce que je devrais avoir, on le voit un petit peu ici, ouais, c'est un futur, ce que je devrais avoir, c'est un futur de string. Alors, fort heureusement, le serveur web, qui est une sorte de serveur web maison, prévoit la gestion de futur derrière. Plutôt sympathique. Ok, on part de ça. Là, a priori, j'ai pas d'autre chose à rajouter et j'ai plus qu'à relancer mon serveur web. Voilà, donc j'arrête, je relance une compilation. Ah, j'ai oublié un truc. Je disais que quand on utilise futur, eh bien, il faut absolument déclarer un execution context. Execution context.implicit.global. Donc on récupère celui par défaut défini dans ce cas-là. Voilà. Je relance mon serveur à nouveau. Donc, je relance une petite compilation. Ah, petit souci encore. Notre phone type, banque service. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai un test qui n'est pas très. Voilà. J'ai le droit de oui. Allez, c'est reparti. Cette fois, c'est la bonne. Encore un problème. Et ça, ouais, si je m'y attendais, c'est parce qu'au niveau IntelliJ, des fois, il est un peu perdu dans la compilation ce cas-là. Là, je suis basé sur Maven. Alors, je vais faire ça. Toc, et relancer une compile. Oui, Scala est aussi compatible. Enfin, on peut utiliser Scala avec Maven. L'outil habituel, c'est plutôt SBT. Voilà. Mais on peut l'utiliser avec Maven aussi. Voilà, success. Allez, je relance. Ça y est, c'est bon. Et donc là, je recharge ma page et là, on voit clairement mon message d'erreur qui nous indique en fait le numéro de compte. Il y a un numéro de compte qui est mauvais et un nom de banque qui est mauvais. Donc on va dans le code pour corriger le problème. Et en fait, ça va juste simplement enlever les dièses. Voilà. On relance l'application à nouveau, cette fois avec la correction. Voilà. Et on a un résultat. Et donc, grâce à ça, Alice s'aperçoit qu'elle peut, rassembler un apport pour contracter un crédit au crédit de banque et s'acheter une carte de moitié de logement dans Paris. J'avais dit que c'était une belle histoire. Allez. Donc, petite synthèse. Donc, ici, ce qu'on vient de voir, c'est deux types particuliers, le type try et le type futur. Le type try pour gérer les erreurs, le type futur pour gérer les appels asynchrones et les gérer de manière non bloquante. C'est, à mon sens, des types que j'appellerais des types monadiques, dans le sens où ils ont un comportement qui, en général, se rapproche du concept de monade. Voilà. C'est le gros mot de la présentation. En quoi c'est une monade? Eh bien, parce que premièrement, ils mettent en place un contexte dans lequel on va exécuter des traitements. Alors c'est une définition assez abstraite en soi, mais c'est vraiment la définition la plus intuitive qu'on puisse donner à une notion de monade, représentant par là des aspects techniques de votre code. Et l'autre avantage, c'est que les monades vont vous aider à conserver la pureté fonctionnelle de votre code. Sous-entendu, bien vous allez conserver, ça va vous aider à conserver les principes d'immutabilité, d'indépendance entre les traitements, qu'est-ce qu'il y a la transparence référentielle, et surtout, eh bien, de diminuer autant possible les effets de bord qui sont à l'origine de nombreux bugs. On a vu deux types monadiques ici, vous en avez d'autres avec le type option pour
gérer l'absence de valeur, le type list qu'on a vu plus ou moins avec les collections pour la gestion du non-déterminisme, le monad reader qui, entre autres, permet de faire de la gestion de dépendance, et puis vous en avez d'autres encore. L'autre chose qu'on a vu, c'est le for expression. Et le for expression, le gros avantage, c'est qu'on peut utiliser les monades avec les for expression parce que c'est basé sur deux opérations fondamentales qui sont map et flat map. Alors map, on l'a vu plus ou moins, on a vu comment transformer un for expression en map, et l'opération inverse est possible aussi. Par contre, ce qu'on a moins vu, c'est le deuxième cas. En fait, quand vous avez comme ça plusieurs maps, plusieurs monades à décomposer, eh bien, ça va être d'abord traduit par un ensemble de flat maps au début, de façon, intégrée, embarquée. Et la dernière décomposition de monade, c'est traduit par un map. Qu'est-ce que flat map? Eh bien, ce qui se passe, alors je vais prendre l'exemple des listes. Si vous faisiez que des maps de manière récursive comme ça sur des listes, ce qui se passerait que vous vous retrouviez avec des listes de listes de listes de listes. Voilà. C'est lié à la façon dont fonctionne map. Donc ça pose problème. Donc qu'est-ce qu'on fait derrière? On utilise une opération qui s'appelle flatten. Et flatten, qu'est-ce que c'est? C'est une opération qui va partir d'une liste de listes, hein, donc une liste à deux niveaux, l'aplatir pour obtenir qu'un seul niveau. Et flatmap, qu'est-ce que c'est? C'est la composition entre flatten et map. Juste ça. D'accord? Alors, je vais prouver un petit code review avec Java 8. De toute façon, j'ai fait plus ou moins la même chose avec Java 8. Hop. Alors, là, ici, vous avez déclaration d'une classe en Java, un peu habituelle, avec un petit peu de Java 8 dedans. Donc, on a le composant bank service ici, et on trouve ici la méthode getTotalBalance. Alors, en Java 8, il n'y a pas de for expression, donc pas de sucre syntaxique pour pouvoir exploiter les monades. Et du coup, on va devoir explicitement faire appel aux méthodes map et flatmap. Alors comment ça marche? Donc de la même manière, tout à l'heure, on avait un iterable de try de balance. Donc ici, à la place de ça, on récupère un string qui est une sorte de collection, en quelque sorte. Il faut le voir un peu comme ça. On récupère un string de try de double, sachant que le type try n'existe pas en Java 8. Là, c'est moi qui l'ai créé à la main. C'est pas très compliqué à créer, mais bon, faut juste savoir que ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que fait? On récupère d'abord une collection de noms de banque qu'on transforme en stream. Voilà, une petite transformation à faire auparavant, pour pouvoir appeler derrière flatmap, qui va nous récupérer au fur et à mesure des noms de banque. Une fois qu'on a les noms de banque, on récupère les numéros de compte associés à ce nom de banque. On fait l'appel à stream, parce qu'on a une collection, il faut transformer ça en stream, pour pouvoir faire appel derrière à map. Et au fur et à mesure, on récupère un ensemble de compte number, et puis là, on retrouve plus ou moins le code qu'on avait auparavant avec l'appel à getCount, qui nous récupère un try de compte. Et puis le mat ici pour transformer notre try de compte en try de balance. D'accord? Ici, on retrouve le reduce pour faire l'agrégation des tries de balance. D'accord? On faut juste, la petite différence avec ce cas-là, c'est qu'on a besoin d'une valeur pour initialiser l'agrégation. Ça se base sur l'opération add balances, qui est un peu différente, parce que en Java 8, on n'a pas de pattern matching. Du coup, on va être obligé de se baser sur les propriétés de type try et puis du coup mettre des gros if. Voilà. Et puis de la même manière, une fois qu'on a récupéré le total, bien pareil, on va utiliser un if pour savoir si on doit retourner une erreur ou si on doit retourner le résultat. Voilà. Donc pour terminer, je parlerai plus en termes de lisibilité par rapport à ce qu'on a vu. Donc côté code métier, en ce cas-là, en fait, on a, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en tout cas, on n'a pas trop modifié le code qu'on avait au départ. Et à partir du moment où on devait spécifiquement traiter le type try ou traiter le type futur, soit c'était pas trop impactant au niveau du code, soit on a pu externaliser ces cas de code. C'est moins évident par contre malheureusement avec Java 8 qui lui ne possède pas l'opération le for expression. Du coup, on perd un petit peu en lisibilité de ce côté-là.
L'autre aspect, c'est le système de type qui, en fait, en passant par le système de type, grâce aux monades, on a un moyen d'exprimer, enfin d'injecter comme ça, de manière déclarative, les aspects techniques dans le code. Hein. Et donc, avec le code métier qui apparaît dans les instructions et avec les aspects techniques qui apparaissent surtout au niveau du typage de vos variables ou de vos méthodes, eh bien, vous avez comme ça une manière de composer les aspects métiers et les aspects techniques qui apparaissent uniquement au niveau du code. Et le fin du fin derrière tout ça, c'est que la cohérence de l'ensemble est vérifiée par votre compilateur. Donc si vous vous trompez quelque part, votre compilateur devrait vous le dire, a priori. Donc pour terminer, je ne dis pas non plus que les tests, ce n'est pas nécessaire. Bien entendu. N'oubliez pas de faire des tests, mais réapprenez en quelque sorte à faire confiance à votre compilateur. Voilà. Ceci termine ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, il y a des questions, oui. Oui, bonjour. Dans ton opération future, tu as dit que ça crée un thread. Est-ce que c'est systématique ou est-ce qu'on peut avoir un autre contexte? A priori, quand tu es associé à un traitement, ça crée un thread. Puisqu'en Java, c'est le seul moyen de lancer une opération en parallèle. Donc oui, forcément, ça crée un thread. Pas utiliser des espèces de poules de thread ou des ressources pour éviter que le... A priori, oui, c'est ça. Derrière, quand on regarde l'implémentation de les exécutions de contexte qui est fournie par défaut, il se base sur un pool de thread. Voilà. Oui, donc en conclusion, tu disais qu'on mélangeait l'aspect technique et l'aspect fonctionnel dans les retours de fonctions, c'est-à-dire qu'on voit par exemple un try ou un futur qui est un aspect technique et puis je sais pas un count qui est l'aspect fonctionnel. Moi quelque part ça me gêne d'avoir le couplage des deux en fait dans les signatures de fonctions, c'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que on mélange deux choses. Ça te pose pas. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, le problème que j'ai avec l'AOP en général, enfin surtout par exemple avec des outils comme AspectJ, c'est qu'on ne voit pas forcément très bien le couplage qui est réalisé. On met en place des règles pour dire, voilà, sur tel appel de méthode, eh bien, je vais mettre en place tel traitement au préalable, tel traitement a posteriori, ou autour, enfin, peu importe. Mais souvent, c'est traduit dans un fichier à part et on ne voit pas souvent le couplage qui est réalisé. Là, ce que j'aime bien avec cette approche, c'est qu'on le voit directement dans le code. Donc, ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire apparaître les choses dans le code plutôt que de les mettre de manière séparée. Voilà. Il y a une question ici. Oui, juste pour... Ah, pardon. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de configuration des pools de thread, autre que celui fourni par défaut? On pourra savoir après. Mais... Ok. J'ai deux questions, il y en a une ici. C'est pas forcément une question, c'est plus pour revenir sur le terme de quand on voit le type de la signature de retour. Quand on fait du Scala un peu plus avancé, c'est le cas par exemple de certaines librairies qui sont écrites par le W3C, on peut avoir un type de retour qui est par exemple M de double. Et M, c'est le contexte d'exécution. Et M sera injecté après, en fait. Donc on verra après si on est en asynchrone, si on est en asynchrone avec des traitements qui échouent, ou si on est en synchrone, c'est-à-dire avec un appel direct. Et donc il y a moyen de séparer le contexte d'exécution technique de l'intention du code, et on peut manipuler les API sans avoir le contexte d'exécution technique sous la main tout de suite. C'est-à-dire on déclare la manipulation, et après on injecte le contexte d'exécution technique. Et ça se fait très très bien en ce cas-là, en fait. Question là-bas. Bonjour, moi je me demandais à quoi ressemblaient les types try et futur. Futur, je sais ce que vous perdre, mais par contre, le petit try, je peux le montrer, ce que ça donne en Java, si vous connaissez assez bien Java. Alors, j'ai l'exemple ici, si je fais dedans. En fait, à la base, j'utilise une classe abstraite. Je déclare deux méthodes, un ensemble de méthodes, donc get et getError dans le cas où j'ai un failure.
J'ai un isSuccess pour indiquer, qui va m'indiquer s'il s'agit d'un failure ou plutôt d'un success. Et puis j'ai mes méthodes FlapMap et Map, sachant que FlapMap, ça va être implémenté par les sous-classes. Les sous-classes, en fait, elles sont en dessous à l'intérieur. Vous avez Success, en fait, qui est créé à la volée ici, en réalité. Donc ce que je fais, c'est déclarer une anonymous inner class qui est basée sur la value qui est passée en paramètre ici. Donc quand je fais un get, je retourne simplement la value. Quand j'ai un get error, en fait, ça n'a pas de sens. Si j'ai un success, est-ce que c'est un success? Effectivement, c'est le cas. Et mon flap map, c'est simplement prendre la fonction qui est passée en paramètre pour l'appliquer à ma value. Hein, le get ici retourne simplement value. J'aurais pu mettre value à la place. Dans le cas de failure, eh bien, c'est plus ou moins l'inverse. On passe en paramètre une erreur. Donc faire un get sur un failure, ça n'a pas de sens. Je retourne une exception. Faire un get error, du coup, je retourne simplement l'erreur. ISSuccess, c'est forcément faux. Et le flap map, ça retourne ça. Alors, j'aurais pu mettre return 10 en réalité, mais bon, ça dépend de l'implémentation, mais en fait, on peut le faire comme ça aussi. 4 minutes. Okay. On a peut-être une dernière question. Il y a une question là-bas, monsieur en rouge. Je voulais juste savoir, en fait, je suis débutant en ce cas-là, mais je voulais juste savoir, en fait, quand utiliser le type Either versus try, en fait, qui a été ajouté sur Scala récemment. Là, j'ai plutôt utilisé petit try pour des soucis de simplicité, parce que c'était plus abordable en général. Si vous êtes plutôt... mon point de vue, c'est si vous êtes plutôt puriste, après ça dépend des gens, mais si vous êtes un peu plus puriste au niveau de l'approche des théories des types ou de l'approche des modèles, vous allez plutôt utiliser le type Either, et qui offre un peu plus de flexibilité par rapport à ça. Bon, il y a encore peut-être une question possible. Ok, c'est bon. Je vous remercie.